Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire. Je suis votre hôte, l'historien du dimanche, et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener en voyage. Un voyage dans le temps, bien sûr, mais aussi un voyage au cœur de l'ingéniosité humaine. Préparez-vous à une épopée fascinante, celle de la naissance du fer, de la métallurgie, et comment une poignée d'hommes et de femmes ont changé le monde avec un matériau que l'on trouve pourtant partout. Imaginez un instant un monde où le plus dur des matériaux se casse, où les outils s'émoussent vite, où la pierre est reine. Un monde où l'idée même de découper un arbre massif avec autre chose qu'une hache en silex relève de la science-fiction. C'est le monde de nos ancêtres, il y a quelques milliers d'années. Un monde fascinant, plein de défis. Et puis, un jour, tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, bien sûr, l'histoire ne fonctionne jamais ainsi. C'est une lente métamorphose, un chuchotement d'innovation qui, au fil des siècles, est devenu un rugissement. Ce rugissement, mes amis, c'est celui des forges qui s'allument, le son des marteaux qui frappent le métal incandescent. C'est l'aube du fer, l'âge de la métallurgie. Mais avant de plonger dans le cœur de notre sujet, faisons un petit détour. Parce que le fer n'est pas arrivé seul, comme un cheveu sur la soupe de l'histoire. Il y a eu des précurseurs, des leçons apprises, des expérimentations. L'humanité, avant de se tourner vers le fer, avait déjà jeté son dévolu sur d'autres métaux. Tout a commencé avec le cuivre. Il y a environ 9000 ans, dans des régions comme l'Anatolie, l'actuelle Turquie, nos ancêtres ont fait une découverte incroyable. Ils ont remarqué que certaines pierres, au lieu de se briser sous l'effet de la chaleur, fondaient. Se transformaient en un liquide brillant qu'on pouvait mouler. C'était magique. Le cuivre, contrairement à la pierre, pouvait être fondu, coulé, puis reforgé à froid, martelé pour devenir plus dur. On pouvait lui donner n'importe quelle forme, puis le faire fondre à nouveau pour le réparer ou le transformer. Imaginez le choc. Après des millénaires à se contenter de la pierre, des os et du bois, voici un matériau qui obéissait au doigt et à l'œil, qui pouvait être réutilisé à l'infini. Les premiers objets en cuivre étaient des bijoux, des ornements. Puis vinrent les outils, les armes. Mais le cuivre avait un défaut de jeunesse, dirons-nous, il est relativement mou. Une lame en cuivre s'émousse vite, une hache en cuivre se déforme à l'usage. C'était un progrès, certes, mais pas encore la révolution ultime. Et c'est là qu'intervient une autre découverte, sans doute accidentelle au début, fruit de l'expérimentation. Quelqu'un, un jour, a dû jeter un peu d'étain dans une fournée de cuivre en fusion. Et quelle surprise! Le résultat n'était plus du cuivre mou, mais un alliage, le bronze, bien plus dur, bien plus résistant. C'était il y a environ 5000 ans. L'âge du bronze est une période absolument fascinante de l'histoire humaine. Il a vu l'émergence de civilisations complexes, de réseaux commerciaux sur de longues distances. Pourquoi? Parce que le bronze était si précieux. Pour le fabriquer, il fallait du cuivre, mais aussi de l'étain. Et l'étain, mes amis, n'est pas une ressource que l'on trouve partout. Il fallait aller le chercher, le transporter, le négocier. Des mines en Grande-Bretagne et aux civilisations de Mésopotamie, des routes maritimes traversaient la Méditerranée. Le bronze était un symbole de pouvoir, de richesse. Seules les élites, les guerriers, les prêtres pouvaient s'offrir des épées et des boucliers en bronze, des outils de qualité supérieure. Mais c'était aussi une limite. Le bronze était cher, rare, et donc pas à la portée de tout le monde. Les paysans, les artisans, la majeure partie de la population, continuaient à utiliser des outils en pierre, en bois ou en os. Le bronze a créé des inégalités, a forgé des hiérarchies. C'était un métal d'élite. Alors, pourquoi le fer, si présent, si accessible, pourquoi n'a-t-il pas été le premier métal à être dompté? Pourquoi cette attente, cette longue pause avant qu'il ne révèle ses secrets? La réponse tient en un mot, la température. Le cuivre, l'étain, fondent relativement bas, entre 700 et 1100 degrés Celsius. On peut les chauffer dans des fourneaux simples, les couler dans des moules. Le fer, lui, est têtu. Son point de fusion est incroyablement élevé, autour de 1538 degrés Celsius. Une température que les technologies de l'époque ne pouvaient tout simplement pas atteindre de manière régulière. Nos ancêtres étaient confrontés à un problème technique majeur. C'était un peu comme vouloir faire voler un avion sans avoir inventé le moteur à réaction. Mais l'humanité est têtue aussi, et incroyablement inventive. Et parfois, l'histoire nous surprend. Les premières traces d'utilisation du fer ne viennent pas de minerais terrestres. Elles viennent du ciel. Oui, vous avez bien entendu. Des météorites. Certains de ces blocs venus de l'espace contenaient du fer, mais pas n'importe lequel. Du fer natif, déjà en partie purifié,
et surtout, souvent allié à du nickel. Ce fer était naturellement plus malléable, et surtout, il pouvait être travaillé à froid, martelé, façonné. C'était un métal sacré, un don des dieux. On en a retrouvé des traces dans des tombes égyptiennes, des bijoux, des lames symboliques. Mais ce fer céleste était une curiosité, une rareté, pas une solution à grande échelle. La vraie révolution est arrivée quand les hommes ont compris comment extraire le fer de son minerai terrestre. Et là, c'est toute une autre histoire. Non pas en le faisant fondre, ce qui était impossible, mais en le chauffant très fort, dans une atmosphère pauvre en oxygène, en présence de charbon de bois. C'est ce qu'on appelle la réduction directe, ou la fabrication du fer en bas fourneau, qu'on appelle aussi la forge à loupe. Imaginez l'expérimentation. Un feu de charbon de bois, une sorte de cheminée en argile, et du minerai de fer broyé mélangé au charbon. On souffle de l'air avec des soufflets, on monte la température au maximum, sans atteindre le point de fusion. Le carbone du bois agit comme un réducteur, il vole l'oxygène au minerai. Le résultat n'est pas un liquide, mais une masse spongieuse de fer, appelée une loupe. Une sorte de boule informe, pleine d'impuretés, de scories. Et c'est là que le vrai travail commence. Cette loupe incandescente, il faut la sortir du fourneau, et la marteler, encore et encore, à chaud. Pour en expulser les scories, pour compacter le métal, pour le purifier. C'est un travail éreintant, qui demande une force incroyable, une connaissance du feu et du métal. Les forgerons de l'époque étaient de véritables alchimistes, des maîtres du feu. Ils pliaient, tordaient, martelaient le fer, encore et encore, pour en faire un matériau utilisable. On estime que cette technique est apparue autour de 1200 avant notre ère, dans des régions comme l'Anatolie, chez les Hittites, ou peut-être en Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, les Hittites ont été crédités d'avoir gardé le secret du fer, leur donnant un avantage militaire. Mais l'histoire est rarement aussi simple. Il est plus probable que le savoir-faire se soit diffusé progressivement, par des contacts, des migrations, des artisans itinérants. Ce qui est certain, c'est que l'âge du fer n'a pas commencé du jour au lendemain. Il y a eu une longue période de transition, où le bronze et le fer coexistaient. Au début, le fer était même de moins bonne qualité que le bronze, plus cassant, plus difficile à travailler. Mais il avait un avantage colossal, il était partout. Le minerai de fer est l'un des plus abondants de la croûte terrestre. Une fois que la technique était maîtrisée, le fer pouvait être produit en masse, à un coût bien moindre que le bronze. Et c'est cette petite étincelle, cette capacité à produire du fer en abondance, qui a allumé une révolution silencieuse. Une révolution qui a touché tous les aspects de la vie quotidienne. Pensez à l'agriculture. Jusqu'alors, les socs de charrue étaient en bois, les outils pour travailler la terre, arracher les racines, étaient rudimentaires. Avec le fer, on a pu fabriquer des socs de charrue plus résistants, des haches plus efficaces pour défricher les forêts, des faucilles pour la moisson qui coupaient mieux et duraient plus longtemps. Le fer a permis de cultiver des terres plus difficiles, de labourer plus profondément, d'augmenter considérablement les rendements. Plus de nourriture, c'est plus de population, plus de prospérité, et la possibilité de développer de nouvelles activités, de nouvelles spécialisations. Dans l'artisanat, c'est la même chose. Des outils en fer plus performants pour les charpentiers, les menuisiers, les cordonniers. Des clous, des serrures, des rivets. La construction est devenue plus solide, plus complexe. Les maisons, les ponts, les fortifications ont bénéficié de cette nouvelle robustesse. Et bien sûr, la guerre. Le fer a radicalement transformé la manière de combattre. Des épées plus tranchantes, des lances plus acérées, des pointes de flèches plus perforantes. Et surtout, des armures. Le fer a permis de fabriquer des casques, des cuirasses, des boucliers qui protégeaient bien mieux que le bronze ou le cuir. La guerre est devenue plus meurtrière, mais aussi, paradoxalement, peut-être plus démocratique. Désormais, des armées entières pouvaient être équipées d'armes en fer, et non plus seulement les élites guerrières. Cela a redistribué les cartes du pouvoir, favorisé l'émergence de nouvelles forces militaires. La diffusion de la métallurgie du fer est une histoire complexe en soi. Elle ne s'est pas faite de manière uniforme. En Afrique, par exemple, la métallurgie du fer est apparue très tôt, parfois même sans passer par une longue phase de bronze. Dans d'autres régions, comme en Chine, elle est arrivée plus tard, mais avec des innovations propres, comme les hauts fourneaux capables de produire de la fonte dès le 5e siècle avant notre ère. Chaque civilisation, chaque peuple a adapté la technique à ses propres ressources, à ses propres besoins. Ce qui est certain, c'est que le fer a marqué un tournant définitif dans l'histoire humaine.
Il a ouvert la voie à l'expansion des empires, à des avancées technologiques sans précédent, et a jeté les bases de notre monde moderne. Nous sommes, encore aujourd'hui, à bien des égards, dans l'âge du fer. Regardez autour de vous, les structures de nos bâtiments, les outils que nous utilisons, les voitures, les trains. Le fer est partout, sous des formes toujours plus sophistiquées. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez un outil en métal, que vous verrez une construction en acier, prenez un instant pour y penser. Pensez aux ingénieux artisans de l'Antiquité, aux forgerons qui, dans la sueur et le feu, ont arraché le fer à la terre. Ils n'avaient pas de manuel, pas de laboratoire, juste leur observation, leur intuition et une volonté incroyable d'améliorer leur quotidien. C'est une histoire de persévérance, d'innovation et de l'incroyable capacité de l'humanité à transformer le monde qui l'entoure. Des météorites tombées du ciel aux épées des guerriers, des socs de charrues au gratte-ciel, l'épopée du fer est une preuve éclatante que les plus grandes révolutions commencent souvent par une simple étincelle. J'espère que ce voyage au cœur des premiers usages du fer et de la métallurgie vous aura captivé. C'était l'historien du dimanche, qui vous remercie de votre écoute. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle aventure passionnante à travers le temps. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit curieux. Au revoir.